Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 72 « Je joue pour être heureux ». L'idée pétillante de la semaine est en lien avec notre thème. Et elle nous vient de Sophie, qui nous dit « Ce que j'aime avec les jeux 2 minutes, c'est leur simplicité. On tire une carte et on vit un beau moment en partageant des choses à la fois légères et profondes. Et ça nous plaît. » Merci Sophie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Entre le boulot, la famille, les devoirs et les tâches quotidiennes, le temps pour jouer est minime et trop souvent relégué aux oubliettes. Le nombre de fois où je me suis entendue dire à mes filles qui me demandaient de jouer avec elles « Pas maintenant, mes chéries, maman doit faire le souper ou j'ai d'abord plein de choses à faire avant de jouer. » C'est un peu comme si le jeu était destiné uniquement aux enfants et pas aux adultes qui ont, eux, de nombreuses responsabilités avant de penser à s'amuser. Pourtant, il est vrai que j'ai souvent le cœur gros quand je renonce à jouer avec mes enfants, car je sais pertinemment que je crée des moments spéciaux, pleins de fou rire et de légèreté, où l'imaginaire et la créativité prennent vie le temps d'une partie. Et là, ça me chicote. Le jeu n'est-il réservé qu'aux enfants? Et quels seraient les bénéfices de réintroduire le jeu dans notre quotidien? Le jeu tient une place importante dans de nombreuses civilisations. Si l'homme joue depuis des millénaires, les histoires se sont cependant longtemps désintéressées de cette activité. Sans doute du fait de son aspect récréatif jugé trop peu sérieux pour faire l'objet d'études. Aujourd'hui, cette vision est totalement dépassée. Le rôle du jeu dans l'éducation, dans les apprentissages, dans les rapports sociaux et même dans les rapports de pouvoir est devenu un vrai sujet d'étude. Bien entendu, ce thème nous tient particulièrement à cœur. La création et le succès des jeux 2 minutes sont pour nous une belle illustration du rôle précieux des jeux, notamment pour la création de liens, pour une meilleure compréhension de l'autre, comme celui du conjoint ou des membres de sa famille, et encore plus dans les liens intergénérationnels. Commençons par une petite histoire du jeu. Gabriel Balbo, psychanalyste français, la résume ainsi. Course de chars, compétition sportive, théâtre chez les Grecs et les Romains, jeux de voix chez les Esquimaux, les cerfs-volants chez les Chinois, on oublie trop souvent que tout au long de l'histoire de l'humanité, jouer a été considéré comme une activité si sérieuse qu'elle était réservée aux adultes. Ainsi, en France, le mot « jouet » a longtemps désigné les bijoux ou les animaux de compagnie qui servaient à amuser les adultes. Avant l'avènement de l'industrie du jouet, les enfants possédaient d'ailleurs très peu de jouets. Juste quelques balles, des poupées de chiffon ou des osselets. Aujourd'hui, la vision que nous avons des jeux pourrait être complètement inversée. Les enfants croulent sous les jouets, le jeu vidéo a envahi les maisons et pour les adultes, le jeu est souvent assimilé à l'oisiveté et à la perte de temps. Mais comme nous allons le voir, adopter ce point de vue serait peut-être adopter une vision un petit peu réductrice du jeu. Alors à quoi sert le jeu? Sociologues et historiens identifient généralement 4 grandes raisons qui expliquent la présence du jeu à travers les siècles. Tout d'abord, 1. Se délasser. C'est comme une pause, une récréation. Le jeu permet de se changer les idées, de se délivrer de ses soucis, de se relaxer. 2. Le jeu permet d'absorber le superflu d'énergie. Le jeu vient comme un catalyseur, il permet de se défouler physiquement et aussi intellectuellement. 3. Permet de se reproduire par sorte d'avatisme, des formes ancestrales, des rites culturels, les familiaux se perpétuent. Donc en fait, des familles dans lesquelles on a beaucoup joué à des jeux et on continue à jouer, c'est comme des traditions familiales qui se perpétuent. Et 4. Être ensemble. Le jeu est avant tout social. Même les jeux vidéo, qui se jouent d'ailleurs beaucoup en réseau. L'homme étant un animal grégaire, jouer satisfait ses besoins d'être entouré et de partager.
J'ajouterais aussi que cette fonction de sociabilisation est un moyen incroyable pour se connaître et pour connaître l'autre. Et on l'a dans tous les témoignages que nous avons avec les jeux de minutes, combien les personnes sont heureuses de ce bon moment partagé ensemble qui leur a permis de se connaître sous un jour nouveau. Les psychologues, de leur côté, révèlent pour leur part 4 grandes fonctions du jeu. Donc ça, c'est tiré de Roger Caillois dans Les jeux et les hommes. D'abord, la compétition. Comme avec les courses, billard, football, échecs, jeux, vidéos interactifs, etc. Tous ces jeux permettent d'exprimer ses ressources personnelles dans un environnement où tout le monde est soumis aux mêmes règles. On va y chercher le dépassement de soi et en cas de victoire, la valorisation personnelle ou collective quand ce sont des jeux collectifs. 2. Le hasard. Roulette, dés, loterie, certains jeux de cartes, les jeux de hasard sont projectifs. Ils permettent de rêver, car ils vont mettre en scène la possibilité de devenir riche tout en faisant l'économie du travail. Ils obligent également à lâcher prise, puisqu'il faut accepter l'idée de tout perdre sur un simple coup du hasard. Vous pouvez toujours aller écouter notre bulle de bonheur numéro 21 là-dessus. Enfin, le jeu abolit les inégalités sociales, car les chances sont les mêmes pour tous dans les jeux de hasard. Qui n'a pas rêvé de ce qu'il ferait s'il gagnait 100 millions au loto? Troisièmement, les jeux de simulacre. Carnaval, masques, déguisements, jeux de rôle, théâtre, jeux vidéo d'aventure. Paradoxalement, se déguiser, se dépouiller temporairement de sa personnalité pour en adopter une autre permet de se libérer et de laisser éclore sa propre personnalité. Et ensuite, pour finir, les jeux de vertige, comme les manèges de fête foraine, les grands 8, etc., les jeux à sensations, les sauts, les sports extrêmes. Ces jeux, dont certains se déroulent même en compétition, provoquent une sorte de transe qui efface la réalité, et ce qui permet de découvrir d'autres parties de sa personnalité. Allez, je change de regard. En quoi le jeu est-il si important? Commençons d'abord par l'enfant. Les bienfaits du jeu pour l'enfant ont été largement relayés par les médias, mais aussi par les professionnels de l'enfance. Jouer, c'est donc non seulement amusant, mais c'est aussi essentiel. L'enfant a besoin de jouer pour faire des découvertes, pour comprendre le monde qui l'entoure et pour bien se développer. Sur le plan moteur et sensoriel, le jeu va permettre à l'enfant de découvrir les couleurs, les textures, les formes, les sons et les goûts. En grandissant, les jeux lui donnent aussi l'occasion de courir, de sauter, de faire des acrobaties, de lancer, d'attraper. Ça renforce ses muscles, ses habiletés physiques et aussi sa motricité fine par la manipulation. Tous ses sens sont en éveil et son cerveau enregistre de nouvelles connaissances. Sur le plan intellectuel, pensée et résolution de problèmes sont particulièrement activées. L'enfant peut faire des liens, par exemple quand il laisse tomber plusieurs fois un objet, il comprend petit à petit que son geste donne un résultat. Le jeu favorise aussi la créativité et l'imagination. Invention d'histoires, construction d'espace, rappelez-vous les Lego, les Duplo, les Capla ou alors toutes les mises en scène qui sont faites à partir de figurines comme avec les Playmobil ou autres, et tous ces jouets, tous les déguisements, sans compter toutes les possibilités que la nature peut offrir. Sur le plan social, le jeu permet d'apprendre à vivre avec les autres, à partager, à respecter des règles. C'est aussi apprendre à attendre son tour, ça c'est pas forcément facile, à faire des compromis et à négocier. C'est aussi apprendre à perdre, à se tromper. Et c'est aussi découvrir de nouveaux univers, de nouveaux mots, de nouveaux comportements. C'est encore développer ses capacités d'observer, de s'exprimer, d'expliquer. Bref, le jeu favorise le développement du langage de l'enfant et enrichit son univers social. Et chez l'adulte, me direz-vous? Comme nous l'évoquions au début de notre podcast, il semble que le jeu perde son aura au fur et à mesure que l'enfant se dirige vers sa vie d'adulte. Le jeu est petit à petit relégué derrière d'autres priorités comme les études, le sport, puis les petits boulots et enfin la vie professionnelle, où l'injonction « il faut travailler » semble effacer en grande partie l'importance de jouer. Le jeu devient alors marginalisé et même, comme nous l'avons déjà dit, connoté négativement, donc synonyme d'oisiveté. Les causes de cette vision du jeu sont multiples.
et peuvent bien entendu varier d'une culture à l'autre, d'une famille à l'autre aussi. Dans nos sociétés capitalistes, de temps en temps, le jeu est considéré comme quelque chose d'inutile car il ne produit rien. L'importance du développement de l'enfant grâce au jeu peut faire penser que jouer a un côté régressif et que jouer est réservé décidément qu'aux enfants. Et pourtant, je pense que vous me voyez venir, les études sont toutefois unanimes. Le jeu comporte aussi de nombreux bienfaits pour l'adulte. Si l'on reprend notre fil rouge qui est celui du bonheur, les chercheurs ont ainsi montré que les joueurs sont en général plus heureux. Quant à l'incompatibilité du jeu avec notre société qui demande de la performance et de la productivité, vous pouvez reléguer cette croyance aux oubliettes. Il est également démontré que les joueurs arrivent à mieux se concentrer et sont plus productifs que les autres. Alors cette tension entre le jeu et le travail rappelle aussi ce que nous avions mentionné entre joie et travail dans notre bulle de bonheur numéro 9. Nous parlions de cette idée encore trop souvent présente que dans le monde du travail, qu'être joyeux empêcherait d'être sérieux. Comme si la personne qui sourit, qui rit, envoyait le message qu'elle prend les choses à la légère, qu'elle manque de concentration, bref, qu'elle a un comportement qui n'est pas adapté à son univers professionnel. Pour les partisans de cette vision négative de la joie au travail, c'est comme si être adulte était incompatible avec le fait de rire, de jouer, et aussi de pleurer, d'éprouver des émotions. Bref, que, en tant qu'adulte, nous devons être que sérieux, actifs et productifs. Heureusement, maintenant se développent des nouveaux métiers comme les Chief Happiness Officers, donc qui sont des espèces de responsables du bonheur en entreprise et qui sont là pour développer donc le bien-être en entreprise et du coup mettre en avant toutes ces initiatives qui permettent donc de mettre un peu de légèreté et de la joie au travail. Pour Hubert Jaoui, qui est auteur et expert en créativité appliquée et gestion de l'innovation, il dit que jouer est au contraire un besoin fondamental pour la santé mentale et la créativité. Si on ne joue pas, l'esprit se mécanise et les émotions s'assèchent. Or, le jeu est une véritable source d'énergie, pleine par essence d'émotions positives. C'est magnifique ce qu'il nous partage. Il suffit d'ailleurs de regarder le développement et le succès des stages de comicothérapie, de clown-thérapie et de créativité, ou des formations incluant le jeu pour confirmer que le jeu peut être un atout dans la productivité et aussi pour faire du team building pour pouvoir fédérer des équipes. Si certaines vertus de jeu sont communes aux enfants et aux adultes, comme se sociabiliser, développer la créativité, des stratégies, apprendre à se cultiver, certaines s'appliquent plus spécifiquement aux adultes. D'après Léonore Terre, psychiatre à l'Université de Michigan, l'élément psychologique fondamental est que le jeu permet de s'oublier soi-même et que seul l'oubli de soi, associé au plaisir, qui on le sait est la voie royale de l'apprentissage, et ça permet de se dépasser et d'être créatif. Elle nous dit, voilà la grande différence entre les enfants et les grandes personnes. Les premiers jouent pour se découvrir et se structurer, les seconds s'oublient et se dépassent. Donc, individuel ou collectif, le jeu, par essence, échappe aux normes de la vie sociale ordinaire. Il permet une rupture avec le quotidien, un plongeon dans un autre univers. Dans notre monde souvent plus stressé et stressant et très normé, on comprend que cette évasion soit de plus en plus utile. Et je pense qu'avec la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui, le jeu a encore plus sa place. Et j'insisterai encore plus que je trouve important de noter que le jeu permet également de freiner le vieillissement. Plus on joue, plus on utilise nos fonctions cognitives et plus on les préserve. Le jeu donne un regain de vivacité, un nouveau souffle, une sorte de jeunesse. Et ça, je l'observe quand dans les résidences seniors, 2 minutes ensemble est utilisé, combien les yeux se mettent à pétiller, le fait d'aller rechercher des souvenirs, de partager des choses qu'on aime. Le jeu nous permet d'entretenir notre mémoire et jouer ne permet pas de vieillir moins, mais surtout de se sentir moins vieux. Et si je mettais plus de jeux dans ma vie? Alors comment faire? Premièrement, encourager le jeu chez l'enfant.
Jouer est une activité naturelle pour un enfant. Il joue spontanément et les adultes, nous l'avons vu, sont bien informés sur l'importance du jeu dans la construction de l'enfant. Pourtant, il arrive malheureusement trop souvent que l'enfant manque de temps pour s'amuser parce que ses horaires sont très organisés et très chargés. Et que du coup, il n'a peu de place ou pas suffisamment de place pour jouer. À défaut d'avoir des moments où l'enfant n'a rien à faire, et pourtant, un enfant qui s'ennuie est un enfant qui se construit. Essayez de favoriser autant que possible le recours aux jeux dans le quotidien de votre enfant et surtout de varier les jeux que va faire l'enfant. Donnez-lui le plus souvent possible l'occasion de jouer et laissez-lui le temps de le faire sans l'interrompre. Peut-être que le bain ou le repas peuvent attendre 10 minutes. Mettez aussi à la disposition de l'enfant des jouets, des accessoires variés avec lesquels il peut s'amuser, en fonction de son âge. Tapis d'éveil, des cubes, des blocs, des ballons, des pâtes à modeler, des figurines, des déguisements, des jeux de construction, il y en a tellement. Le petit enfant n'a pas connaissance du marché du jouet, donc il peut aussi s'amuser avec une boîte en carton, une cuillère en bois, une bouteille remplie de graines, des nouilles de différentes formes. Il apprendra aussi avec des tableaux d'éveil très sophistiqués, souvent même un peu bruyants, et dont les bruits d'ailleurs nous insupportent assez rapidement. Proposez aussi à votre enfant différentes activités à différents endroits pour lui donner la chance de jouer de plusieurs façons. Jouer dans le sable, dans la neige, sous la pluie, jouer avec d'autres enfants, faire du bricolage, de la musique, danser, se déguiser. Faire aussi des activités à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Quand ils jouent dehors, les enfants bougent plus, ils prennent des petits risques, ils relèvent des défis et ils gagnent de l'assurance. Laissez aussi votre enfant jouer librement, seul ou avec d'autres enfants. Lorsqu'il décide à quoi il veut jouer et comment il veut jouer, il développe sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes. En dehors des jeux qui imposent des règles précises, laissez votre enfant diriger le jeu quand vous jouez avec lui. Vous lui offrez une belle opportunité pour qu'il développe son autonomie et sa confiance en lui. Que vous soyez à la montagne ou à la plage, en forêt, en camping, à la maison, faites confiance à votre imagination pour trouver des occasions de jeu. C'est parfois avec les choses les plus simples que l'on obtient les meilleurs résultats. Un bout de bois, quelques cailloux, un coquillage, des objets détournés du quotidien. Le jeu peut aussi s'immiscer dans des activités quotidiennes. Pour ranger la chambre, on lance un concours, on le fait en musique. Pour faire les courses, celui qui trouve le plus rapidement les bananes, ou alors le bouton de la balance correspondant. Comptez aussi le nombre de yaourts qu'il faut pour une semaine. Dans le couple, c'est la possibilité aussi de mettre un peu de fantaisie. Vous pourrez réécouter notre bulle de bonheur numéro 16 et ça permet de pimenter de temps en temps nos relations sexuelles. En famille, au cours de l'apéro ou d'un repas, on peut lancer un quiz, faire une ronde de compliments ou tirer une carte de 2 minutes ensemble. Et vous ? Nous l'avons vu, jouer avec ses enfants, ses petits-enfants, mais aussi en couple ou seul, a de multiples bienfaits, mais encore faut-il le faire. Si certains ne voient pas l'intérêt de jouer, peut-être que ce podcast les fera changer d'avis. D'autres peuvent culpabiliser ou ne se sentent pas forcément à leur place. Cependant, l'argument le plus souvent invoqué pour ne pas jouer est le manque de temps. Nous vous proposons donc de réécouter un de nos tout premiers podcasts pour savoir comment trouver le temps. C'était notre bulle de bonheur numéro 2. Mais surtout, de vous mettre au défi de prendre ce temps. Oui, vous avez ce temps-là si vous souhaitez le prendre. Et il pourrait être intéressant à ce propos de gérer différemment quelques priorités. Là, vous pouvez réécouter la bulle de bonheur numéro 10. Il est certain que jouer demande du temps, mais entre une partie de 2 minutes avec nos jeux de cartes, une partie d'échecs de 1h30 ou encore un jeu en ligne de 3 heures, la gamme est large et adaptable à tous les emplois du temps. Il est vrai également que la fatigue, la flemme ou encore le manque de plaisir peuvent nous freiner ou nous laisser tenter par facilité à aller vers les écrans. Prendre son téléphone plutôt que de proposer un jeu à son partenaire, mettre nos enfants devant un écran pour avoir la paix plutôt que d'aller prendre le risque du bruit, de l'excitation, voire des disputes que peut générer le jeu. Pourtant, au-delà de ces petits désagréments qui peuvent être bien limités si les règles sont posées clairement avant, que de richesse pour nos relations. En tant qu'éducateur, par exemple, apprendre à ses enfants les règles d'un jeu
et les voir ensuite jouer régulièrement, dépasser leurs limites et leurs croyances pour développer leur côté stratégique, faire face aux échecs, expérimenter la patience, la différence, n'est-ce pas une belle contribution pour les aider à se construire et à développer leurs compétences sociales? En jouant, nous contribuons aussi à renforcer les liens familiaux. Nous nous offrons une occasion de découvrir autrement nos partenaires de jeu, découverte de les facettes de leur personnalité, et enfin nous pouvons instaurer ou perpétuer des rituels. Donc l'importance des rituels, on en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 4. Et les jeux vidéo dans tout ça? Parlons-en. Les jeux vidéo sont aussi des jeux. Quand nous parlions d'évolution des jeux en introduction de notre podcast, le jeu vidéo est une belle illustration avec ce qu'il peut engendrer de questions et d'inquiétudes quand un nouveau comportement nous éloigne de nos repères et de nos croyances. C'est pas le lieu ici de lancer le débat sur ce sujet. Simplement, il est important de rappeler que de nombreuses études prouvent aujourd'hui que ces jeux ont aussi des avantages. Elles améliorent l'attention visuelle et la coordination spatiale. Ces jeux permettent de valoriser la plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre capacité à inventer de nouvelles connexions et à s'adapter à tout un tas de facteurs, qu'elles soient liées à l'environnement ou à l'expérience. Cependant, et ça c'est évident, que tout ça a de l'intérêt si l'activité reste une activité parmi d'autres. C'est-à-dire, comme on parlait des jeux, c'est varié aussi, les jeux. C'est varié, pas faire seulement des jeux vidéo, mais être capable aussi de faire d'autres jeux, être capable de sortir, de voir des amis, car effectivement, l'addiction peut être là et est à la porte aussi des enfants. Ils ont de telles sources d'adrénaline en jouant qu'en fait, après ça, se mettre au travail devient difficile. Et on le voit de cas de jeunes qui ne dorment plus parce qu'ils jouent toute la nuit, des cas d'obésité parce qu'il n'y a plus d'activité physique. Comme nous venons de le dire, l'addiction, l'obésité, la banalisation de la violence sont des risques réels. Cependant, ils ne se produiront pas si nous savons observer la mesure, la juste proportion, bref, si nous gardons un équilibre. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. À tout âge et depuis la nuit des temps, jouer est source de plaisir et de bienfaits. 2. Le jeu est utile de l'aube au crépuscule de notre vie. 3. Jouer pour apprendre, se rapprocher, créer des liens, établir des stratégies, respecter des règles, accepter de perdre ou encore s'affirmer. 4. On peut jouer partout, presque quand on veut et avec pas grand-chose. Dehors, dedans, en bande, à deux et même seul. Il y a forcément un jeu qui vous correspond. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour trouver une idée de jeu facile à adopter, le temps d'une pause. Et pour terminer en beauté, la petite mousse de la semaine est de Schiller. L'homme n'est pleinement homme que lorsqu'il joue. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.